Au cœur du XIIIe siècle, dans les terres fertiles du Languedoc, une hérésie menace l'unité de la chrétienté. Les cathares, que l'on nomme aussi albigeois, prêchent une foi dualiste, un dieu du bien face à un dieu du mal, créateur du monde matériel. Pour l'Église de Rome, c'est une abomination. Le pape Innocent III voit dans cette lèpre spirituelle un danger mortel. Le 14 janvier 1208, le légat pontifical Pierre de Castelnau est assassiné près de Saint-Gilles. Le doigt est pointé vers le comte Raymond VI de Toulouse, protecteur présumé des hérétiques. Le 10 mars 1208, Innocent III lance un appel à la croisade. Pour la première fois, une croisade est proclamée non pas en Terre Sainte, mais au cœur même de la France. 40 jours d'indulgence plénière sont promis à ceux qui prendront la croix contre les albigeois. Au printemps 1209, des milliers de chevaliers, de barons et de paysans du Nord répondent à l'appel. Ils se rassemblent à Lyon. Parmi eux, des seigneurs de l'Île-de-France, de Normandie, de Picardie, de Bourgogne. À leur tête, le légat Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux, homme de fer et de foi, investi par le pape des pleins pouvoirs spirituels et militaires. L'armée croisée, forte de 10 à 20 000 hommes selon les chroniques, s'ébranle fin juin 1209. Elle descend la vallée du Rhône sous un soleil brûlant. Raymond VI de Toulouse, excommunié puis réconcilié à Saint-Gilles le 18 juin, a fait amende honorable. Pieds nus, en chemise, il s'est fait fouetter devant les prélats. Il prend même la croix pour sauver ses terres. Mais le jeune vicomte Raymond Roger Trencavel, seigneur de Béziers et de Carcassonne, refuse de se soumettre. Il devient la première cible. Le 21 juillet 1209, l'armée croisée apparaît devant les remparts de Béziers, riche cité commerçante au bord de l'Orbe. La ville compte peut-être 20 000 âmes, catholiques et cathares, y vivent côte à côte. Le vicomte Trencavel a tenté de négocier, en vain. Il met Béziers en état de défense et part pour Carcassonne préparer la ville à la guerre. Les habitants ferment les portes. Les croisés exigent la livraison de 222 hérétiques nommés. La réponse est claire. Nous préférons mourir que trahir les nôtres. Le 22 juillet, sous un ciel d'été implacable, tout bascule en quelques heures. Les ribauds, ces valets, ces pauvres, ces aventuriers qui suivent l'armée, s'agitent aux avant-postes. Soudain, une sortie imprudente des Biterrois. Ils tentent une attaque surprise contre les avant-gardes. Les ribauds ripostent avec fureur. La mêlée est confuse. Les portes de la ville, mal gardées dans la panique, restent entrouvertes. En quelques minutes, la ville est envahie. Arnaud Amaury, du haut d'une colline, observe. Ce qui suit est un carnage sans nom. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne n'est épargné. Les habitants fuient vers les églises. « 7000 personnes, disent les chroniques, se réfugient dans l'église Sainte-Madeleine. Les croisés enfoncent les portes. À l'intérieur, dans la nef, sous les voûtes romanes, le massacre est total. On tue à l'épée, à la hache, le sang coule jusqu'aux autels. Les légats pontificaux eux-mêmes, dans leurs lettres au pape, estiment le nombre de morts à près de 20 000. La ville est pillée, incendiée. Les flammes dévorent les maisons de bois, les entrepôts de draps,
les archives. Béziers, fière cité occitane, n'est plus qu'un brasier. Les chroniqueurs parlent d'un grand Massel, une grande boucherie. Ce jour-là, le 22 juillet 1209, la croisade contre les Albigeois révèle sa véritable nature. Non pas une guerre de conversion, mais une guerre d'extermination. Le message est clair pour toutes les villes du Midi. Résister, c'est mourir. Le lendemain, les croisés quittent Béziers en ruine et marchent vers Carcassonne. La croisade ne fait que commencer. 20 ans de guerre, de sièges, de bûchers suivront. Mais ce 22 juillet reste gravé dans la mémoire collective du Languedoc comme le jour où le Nord a brisé le Sud. Béziers brûlé, 20 000 âmes fauchées en une journée, le prix du sang versé au nom de Dieu. Août 1209. Le soleil d'été brûle la terre du Languedoc, mais une ombre bien plus sombre s'étend sur la région. L'armée croisée, forte de près de 20 000 hommes, avance inexorablement. Après le massacre terrifiant de Béziers, la terreur précède les chevaliers du Nord. Leur nouvelle cible se dresse, fière et imprenable sur sa colline rocheuse, la cité fortifiée de Carcassonne. À l'intérieur de ces murs de pierre calcaire se trouve Raymond Roger Trencavel, vicomte de Béziers et de Carcassonne. Âgé de seulement 24 ans, ce jeune seigneur n'est pas cathare lui-même, mais il a choisi de protéger ses sujets, refusant de livrer ce que l'Église considère comme hérétique. Face à l'immense armée croisée menée par le légat pontifical Arnaud Amaury, Trencavel sait que l'affrontement est inévitable. Le 1er août, les croisés encerclent Carcassonne. La ville est puissamment fortifiée, mais elle souffre d'une faiblesse fatale. Elle est surpeuplée par les réfugiés fuyant l'avancée de la croisade, et surtout, elle est éloignée de sa principale source d'eau, le fleuve Aude. Les croisés, menés par des nobles aguerris et guidés par la ferveur religieuse d'Arnaud Amaury, ne tardent pas à exploiter cette vulnérabilité. Dès les premiers jours d'août, les assauts se succèdent. Les faubourgs tombent un à un. Le 7 août, les croisés parviennent à couper définitivement l'accès à l'eau de la cité. Sous le soleil implacable du Midi, la soif devient le pire ennemi des défenseurs. Les puits s'assèchent, la chaleur, la maladie et le désespoir s'emparent des habitants piégés derrière les remparts. Un lueur d'espoir apparaît avec l'arrivée du roi Pierre II, roi d'Aragon, suzerain de Trencavel. Il tente de négocier la paix, espérant sauver son jeune vassal par la diplomatie. Mais les croisés sont inflexibles. La seule condition qu'ils concèdent est cruelle. Trencavel pourrait quitter la ville libre, accompagné de seulement 11 de ses proches. Le reste de la population serait laissé à la merci des assiégeants. Le jeune vicomte, fidèle à son honneur et à son peuple, refuse catégoriquement. Il choisit de rester et de partager le sort de ceux qu'il a juré de protéger. Le roi d'Aragon, impuissant, quitte les lieux, scellant le destin de Carcassonne. Le 15 août, après 2 semaines de siège et de privations insoutenables, la situation est désespérée. Sachant qu'un assaut final se solderait par un nouveau massacre, pire encore que celui de Béziers, Raymond Roger Trencavel prend une décision héroïque.
Il accepte un sauf-conduit pour se rendre dans le camp des croisés afin de négocier la reddition. Lors de ces pourparlers, au mépris des lois de la chevalerie, Trencavel est fait prisonnier. Mais son sacrifice n'est pas vain. En échange de sa reddition, il obtient la vie sauve pour tous les habitants de Carcassonne. Ces derniers sont forcés de quitter leur ville, chassés sur les routes, n'emportant avec eux que les vêtements qu'ils portent sur le dos. La cité tombe, intacte, aux mains des croisés. Avec la chute de Carcassonne, un nouveau maître s'impose, Simon de Montfort. Ce seigneur du Nord prend la tête de la croisade et s'approprie les terres des Trencavel. La guerre, d'abord religieuse, révèle désormais son véritable visage. Une conquête politique et territoriale qui va déchirer le Languedoc pendant des décennies. Quant à Raymond Roger Trencavel, le jeune vicomte qui avait sacrifié sa liberté pour sauver son peuple, il ne reverra jamais la lumière du soleil languedocien. Enchaîné dans ses propres cachots, il s'éteint le 10 novembre 1209, à l'âge de 24 ans, officiellement de dysenterie. Les rumeurs d'empoisonnement ne cesseront jamais de hanter la mémoire collective. Son nom résonne encore aujourd'hui comme le symbole d'une résistance tragique, le visage d'un Sud fier, brisé par l'épée de la croisade. Au lendemain de Carcassonne, un homme émerge de l'ombre des croisés, Simon de Montfort. Un nom qui résonnera bientôt comme un glas pour le Languedoc. Grand, charismatique, d'une piété farouche et d'une cruauté calculée. Il est le chef que la croisade attendait. Les grands seigneurs français avaient refusé le fardeau de ces terres lointaines. Mais Montfort, le lion roux aux cheveux de feu, accepte la vicomté de Carcassonne et de Béziers. Il vient pour la foi, mais il restera pour la terre. L'année 1210 voit Montfort consolider son emprise, château après château. Minerve, forteresse cathare réputée imprenable, tombe après un siège acharné. Le choix est offert aux hérétiques, abjurer ou périr. « 140 parfaits cathares refusent d'abandonner leur foi. Ils montent sur le bûcher, volontaires, dans une scène d'horreur qui marque les esprits et le début d'une répression sans précédent. Puis vient terme, un autre nid d'aigle cathare. Pendant des mois, les croisés s'épuisent devant ces murs. Mais la soif, encore elle, brise la résistance héroïque. Le Languedoc saigne, mais ne cède pas. La croisade atteint un point de non-retour. Le siège de Lavaur est un symbole de la brutalité nouvelle. Après la prise de la ville, la garnison est massacrée, et Dame Guiraud, la châtelaine, est jetée dans un puits puis écrasée sous une pluie de pierres. L'horreur est à son comble. Les croisés tentent une première fois de prendre Toulouse, le cœur battant du Languedoc, mais échouent. C'est alors que revient en scène une figure royale, Pierre II d'Aragon. Le vainqueur de Las Navas de Tolosa, auréolé de gloire après sa victoire contre les Maures en Espagne, est le protecteur naturel des seigneurs occitans, dont beaucoup sont ses vassaux. Son dilemme est déchirant. Fidèle à l'Église, il ne peut cautionner l'hérésie, mais il ne peut non plus abandonner ses propres terres et ses hommes à la rapacité des croisés. La diplomatie échoue. Les appels à la paix du pape Innocent III restent lettre morte face à la détermination de Montfort et l'ambition des barons du Nord. Le conflit s'internationalise, la guerre totale est inévitable. L'année 1212 est celle des dernières conquêtes pour Montfort. Il sécurise ses arrières,
sachant que le choc final avec Pierre II est imminent. Le roi d'Aragon, lassé des exactions des croisés et voyant son influence menacée, franchit les Pyrénées au printemps 1213. Il rassemble une armée colossale, une coalition impressionnante. Les forces d'Aragon, de Catalogne, de Toulouse, de Foix et de Comminges. Face à cette marée, Montfort ne dispose que d'une poignée de chevaliers, mais leur foi est inébranlable. Leur chef, un tacticien hors pair. Le 12 septembre 1213. Muret. Une petite place forte à quelques kilomètres de Toulouse est assiégée par l'immense armée de la coalition. Les croisés, retranchés, sont largement inférieurs en nombre. Montfort sait qu'une bataille rangée est une défaite assurée. Il doit user de ruse, d'audace et de la ferveur de ses hommes. Au matin, Montfort divise sa cavalerie en 3 échelons. Une manœuvre audacieuse, presque suicidaire. Le premier échelon, mené par Guillaume des Barres et Bouchard de Marly, sort de la ville, feignant une sortie désespérée, peut-être même une fuite. L'armée de la coalition, confiante dans sa supériorité numérique, se déploie. Pierre II d'Aragon, par un geste de bravoure ou de prudence, a échangé son armure royale avec un de ses chevaliers pour ne pas être une cible évidente. Il se place au second rang, au cœur de la mêlée. Le piège se referme. Des croisés, reconnaissant son panache, le cernent. Il crie « Voici votre roi !» Et ses paroles se perdent dans le fracas des armes. Il tombe, transpercé, son sang royal se mêlant à la boue du champ de bataille. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le roi est mort. Le moral de la coalition s'effondre. La déroute est générale. Muret est une victoire écrasante, un triomphe inespéré pour Simon de Montfort, et un désastre irréversible pour le Languedoc. La bataille de Muret marque un tournant décisif. Elle met fin aux ambitions aragonaises au nord des Pyrénées, ouvrant la voie à la domination de la couronne de France sur le Midi. Simon de Montfort, le lion roux, est désormais le maître incontesté du Languedoc. Mais cette victoire, acquise dans le sang et la ruse, ne mettra pas fin à la croisade. Elle ne fera que transformer une guerre de religion en une annexion territoriale, dont les cicatrices marqueront la terre occitane pour des siècles. L'histoire de la croisade albigeoise, celle de la foi et de la conquête, continue de s'écrire page après page, dans le sang et les larmes de ce pays déchiré.